Bonjour à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h30, 16h45 pour aborder le troisième volet de cette conférence sur l'assurabilité des risques, volet qui est dédié aux risques naturels. Donc on va parler de catastrophes naturelles, bien entendu, mais on va parler de gestion de crise, de défaut de couverture ou de sous-assurance, et aussi de prévention des risques et de solutions que les assureurs et les pouvoirs publics peuvent mettre en œuvre pour traiter ces différents problèmes. Avec moi pour creuser tous ces sujets de haute personnalité que vous connaissez tous, mais que je me permets tout de même de représenter dans l'ordre. Jean-Laurent Granier, qui est président directeur général de Generali France, Bernard Delas, qui est vice-président de la CPR, et le préfet Philippe Gustin, qui est délégué interministériel pour la reconstruction des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, tout en étant préfet de la région Guadeloupe. Il y a également une chaise vide, elle ne va pas le rester très longtemps. Il s'agit de Jean Jouzel, climatologue, directeur de recherche émérite au CEA. Et puis il manque deux autres personnes pour lesquelles on n'a pas prévu de chaise, donc elles ne viendront pas. La première, c'est une femme qui s'est désistée en dernière minute et que nous n'avons pas pu remplacer, et ce qui explique que nous dérogeons exceptionnellement au principe de jamais sans elle. Et je m'en excuse. Voilà, Jean Jouzel, climatologue célèbre, directeur de recherche émérite au CEA. Et le deuxième absent, c'est le commissaire européen de l'environnement, M. Karmenu Vella, qui ne pouvait pas être présent avec nous aujourd'hui, mais qui a enregistré un message vidéo introductif que je vous propose de visionner ensemble maintenant. Vidéo. Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, c'est votre rôle de lire l'avenir, de mettre tous les éléments dans la balance et d'identifier le sens du vent. Et vous savez, la traversée ne se fera pas sans heurts. Le risque climatique, le changement climatique n'est pas un risque, c'est notre réalité actuelle qui engendre son lot de vagues de chaleur, de tempêtes, de sécheresses et d'inondations d'une ampleur sans précédent. Et il y a de nombreux autres défis et enjeux qui menacent notre avenir. La pollution, la perte de biodiversité, la pêche illégale, la surconsommation de ressources naturelles. Ce sont autant de défis qui contrecarrent nos avancées en matière de développement durable dans le monde entier. Mais en tant qu'assureur, vous ne faites pas canaliser l'avenir. Vous aidez à le créer. En Europe, les assureurs sont une des plus grandes sources de financement du secteur privé. Votre contribution peut faire une énorme différence. Vous avez le pouvoir d'initier de grands changements, de façonner notre avenir commun. Vous pouvez contribuer à combler le déficit d'investissement pour assurer la transition vers une économie mondiale plus durable. Vous pouvez aider à faire cela parce que vous comprenez ce qu'est la durabilité. Vous savez que c'est la clé de la réussite à long terme. Les engagements volontaires dans ce domaine recèlent un potentiel énorme. Lorsqu'une compagnie d'assurance comme AXA s'interdit d'offrir une couverture assurantielle aux bateaux impliqués dans la pêche illégale, elle envoie un message très très fort. Lorsque les grands assureurs choisissent de canaliser leurs investissements en capitaux vers des actifs plus verts, ils créent un cercle vertueux. Un grand nombre d'entre vous initient ces changements parce que cela relève d'une saine logique commerciale. À la Commission européenne, nous faisons ce que nous pouvons pour diffuser ce message. C'est la raison pour laquelle nous avons adopté un plan d'action sur le financement de la croissance durable en mars dernier. Nous voulons nous assurer que les capitaux soient canalisés vers des investissements durables. Nous voulons que l'attention soit portée sur les risques liés au changement climatique, à l'épuisement des ressources et à la dégradation écologique. Et nous voulons mobiliser l'engagement en faveur d'une plus grande transparence, d'une plus grande préoccupation pour le long terme. Donc, j'ai un message très simple à votre égard. Je veux que vous mettiez à profit ce pouvoir qui est le vôtre. Je veux que vous implantiez de façon durable un modèle de technologie préservant les ressources, d'infrastructures durables et d'énergie renouvelable. Vous avez le pouvoir de contribuer à sauvegarder notre avenir. Vous êtes les assureurs de chacun et de tous. Merci.
So you can give a big hand to Commissioner. Avoir d'emblée posé le problème dans toutes ses dimensions et le resituer dans le contexte du changement climatique et de toutes les actions qui doivent être menées pour enrayer ce dérèglement climatique qui est en cours. Vous remarquerez également qu'il a rappelé les différentes contributions qui sont attendues des assureurs en matière de développement durable et de lutte contre les dérèglements climatiques. On aura l'occasion de revenir sur tel ou tel des points de son interpellation. Mais avant d'en arriver aux solutions, je voudrais qu'on revienne à et notamment sur des éléments de contexte. Il y a une dizaine de jours dans l'Aude, vous le savez tous, on a vécu un événement dramatique qui mobilise en ce moment même les capacités des pouvoirs publics et des assureurs. Cet événement n'est pas un événement isolé, il fait suite à plusieurs événements de même ampleur, même s'il n'est pas le même depuis le début de l'année, et également il fait suite à une année 2017 qui a été très sinistrée en France, mais également dans le monde. Je rappelle que l'année dernière, on a battu un certain nombre de records. On a recensé plus de 180 catastrophes naturelles de grande ampleur, causant près de 290 milliards d'euros de dommages économiques, même si le bilan humain était, au regard de ces chiffres, somme toute plus limité. Parmi ces nombreuses catastrophes naturelles, il y a bien sûr le cyclone Irma, et dans une moindre mesure Maria, qui a touché les Antilles françaises et qui va nous servir de point d'illustration pour notre premier sujet de discussion, qui est la gestion de crise après une catastrophe naturelle. Et donc c'est tout naturellement vers vous, Monsieur le Préfet, que je me tourne pour vous demander, finalement, bon, ça fait plus d'un an que cette catastrophe a eu lieu, et de façon un peu synthétique, quelle est l'expérience que vous tirez de la gestion à la fois du sinistre et de l'après-crise, et on viendra plus tard à un autre moment de la discussion sur la reconstruction, mais vraiment sur l'aspect gestion de crise, avec le recul, quel est votre sentiment? Eh bien, moi, le 11 septembre 2017, j'étais tranquillement en train d'enfiler ma deuxième basket dans la salle de gym, quand le téléphone a sonné, et c'était le directeur de cabinet du président de la République qui me demandait si je pouvais être intéressé par ce poste de délégué interministériel à la reconstruction de Saint-Martin et Saint-Barth. J'ai dit oui tout de suite. Ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est que 7 heures plus tard, j'étais dans l'avion du président de la République avec Bernard, en direction de Saint-Martin. D'abord, peut-être, on a dit beaucoup de choses sur cette catastrophe. Moi, le premier souvenir que j'ai en arrivant à Saint-Martin, c'est d'abord une image d'apocalypse, avec une nature qui était complètement dévastée. Tout était gris, plus de vert, alors qu'on est sur des territoires où en général tout est vert. Et puis très vite, on s'est rendu compte aussi de la catastrophe humaine. C'est-à-dire il y avait les queues devant l'aéroport, tu te souviens mon cher Bernard, avec ces gens qui voulaient à tout prix quitter le territoire. Et puis très vite, moi je suis resté sur le territoire, je ne suis pas reparti tout de suite, et je me suis aperçu surtout que si nos compatriotes antillais et en particulier saint-martinois sont dotés d'une grande résilience, parce que des cyclones, ils en ont vu d'autres. Celui-ci était vraiment d'une force particulière. Je le dis tout le temps de manière un peu triviale, mais vous comprenez, des vents de 375 km/h, ça veut dire que vous prenez un TGV dans la figure. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs sur les moyens de faire face à ce TGV. Et donc, des gens que je rencontre encore aujourd'hui quand je suis à Saint-Martin ont vu la mort de près. 11 ont perdu la vie d'ailleurs. Mais tous ont cru leur dernier moment arriver. Ce qui m'a aussi tout de suite frappé, c'est que si on peut accepter le phénomène naturel, surtout quand on vit sur un territoire où ces phénomènes sont assez fréquents, somme toute, on n'accepte absolument pas que la crise
se rajoute à la crise. C'est-à-dire si les gens ont accepté à la limite le phénomène naturel parce qu'il n'y a pas grand-chose à y faire, on y reviendra tout à l'heure, ils n'ont pas accepté de se retrouver privés d'eau, d'électricité et surtout de téléphone. Ils n'ont pas accepté non plus que quelques jours, même quasiment dès le lendemain, il y a eu des pillages. Parce que justement, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus de communication, il n'y avait plus... Voilà. Et c'est ajouté à une crise naturelle, une crise sociale et derrière une crise sociétale. Alors après, je vous ai prévenu, je peux parler pendant des heures et des heures, je vais essayer de condenser. Je crois qu'il y a eu après plusieurs étapes. La première, c'est l'immédiate après-crise, avec quand même, il faut avoir conscience de ça, sur un territoire qui compte, en tout cas officiellement, 35 000 habitants, on a eu jusqu'à 3 000 bénévoles et professionnels qui ont été sur place. Je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est une personne pour 10 habitants. Deuxièmement, on a mis en place, parce que la spécificité, pardon, j'enfonce des portes ouvertes, mais elle aura aussi un impact sur la manière dont les assureurs ont dû gérer les choses. On souffre, entre guillemets, à Saint-Martin et à Saint-Barth d'une double insularité. C'est-à-dire, c'est une île, 2 îles, mais qui sont rattachées à une autre île qui s'appelle la Guadeloupe. Et on ne peut pas aller directement, sauf en passant par Sint-Maarten, la partie néerlandaise, on ne peut pas aller normalement directement. Et donc on s'est retrouvé coupé du monde. Coupé du monde, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il n'y avait pas de téléphone, mais coupé du monde aussi avec une incapacité à rejoindre le territoire. Donc il y a eu cette première mobilisation sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, et en particulier un pont aérien qui a été mis en place par les forces militaires pour tout simplement donner à manger et à boire aux gens. Alors, on a du mal à l'imaginer au XXIe siècle, mais c'était quand même ça. Vous aviez les gens qui faisaient la queue pour récupérer les rations militaires et leurs bouteilles d'eau. Et donc tout ça a duré à peu près, on a rétabli à peu près l'électricité sur toute l'île aux alentours du 27 septembre. Je rappelle, Irma, c'est le 6 septembre. On a rétabli les télécoms sur les portables à peu près aux alentours du 20 octobre. Et l'eau seulement début janvier. Si on se compare à Porto Rico, il n'y a toujours pas d'électricité aujourd'hui dans tout l'ensemble Porto Rico, 13 mois après Maria. Donc on a été plutôt pas mauvais. Donc ça, cette première crise, elle s'est achevée aux alentours de décembre. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a débranché, nous, dans notre jargon, le COD, la cellule de crise de la préfecture, qui rassemblait tous les soirs, voire plusieurs fois même par jour au début, l'ensemble des services qui avaient à connaître de cette crise-là. Et puis après, on est rentré dans une seconde phase qui a été pas encore la reconstruction, mais cette phase un petit peu intermédiaire entre janvier et puis mai, où il a fallu réparer tous les maux avant d'engager vraiment la reconstruction, mais je crois qu'on y reviendra plus tard. Merci, Monsieur le Préfet. Je me tourne vers toi, Jean-Laurent. Generali est un assureur très, très actif dans les DOM et dans les Antilles en particulier. Et en fait, je voudrais juste poser la même question. Vu du côté de l'assureur, quelle était votre expérience de gestion de crise? Je sais que ça a été un peu compliqué au début parce qu'il y avait un problème d'accessibilité et même vos équipes sur place étaient elles-mêmes touchées par cet événement. Oui, absolument. Oui. Bonjour à tous. C'est une expérience douloureuse déjà pour notre société dédiée à l'activité aux Antilles, GFAC. Donc nous sommes l'un des 2 grands assureurs localement présents. Nous avons 24% de part de marché aux Antilles et 30% précisément sur Saint-Martin. Et notre base arrière est à la Martinique, ce qui fait que tous les problèmes d'accessibilité et de communication se posaient à nous. Évidemment, notre première préoccupation a été de s'assurer que nos collaborateurs étaient hors de danger et pouvaient s'occuper de leur famille. Et une fois que ce point a été fixé, de mettre tout le monde au travail pour essayer de faire au mieux ce que nous avions à faire, c'est-à-dire être aux côtés de nos assurés comme chaque fois dans l'adversité, mais là dans un contexte qui était absolument terrible, comme le préfet Gustin vient de le rappeler. Alors, quelques éléments. Pour nous, sur à peu près 12 000 clients, sur le 35 000 que vous citiez, on a eu 7 000 sinistres.
Donc c'est-à-dire que c'était quand même la grande majorité de nos assurés qui étaient touchés. Et ça a représenté une année 2017 à 18 mois de travail. C'est-à-dire que notre petite société sur place, l'année 2017, elle n'a pas fait 12 mois, elle a fait 18 mois. Et il a fallu avaler en quelques semaines 18 mois de travail, c'est-à-dire que les collaborateurs ont travaillé le week-end, les équipes de la métropole sont venues les renforcer. On a interrompu toute autre activité sur la période de la Martinique et Guadeloupe pour se porter exclusivement sur la gestion de ces sinistres, ce qui explique que notre chiffre d'affaires qui était en progression sur cette société-là a stagné parce qu'on a arrêté toute autre activité que le fait de gérer ça. On a envoyé bien sûr des équipes centrales et on a supporté aussi par des moyens à distance, par Skype, etc., une fois que ça a été rétabli. Et on a essayé d'aller le plus vite possible puisqu'il y avait une demande de la population de sentir le support et de sentir la présence de leurs assureurs. Alors, on a fait vraiment au plus vite. Aujourd'hui, 98% ou 99% de nos assurés ont touché des fonds de notre part. On n'a pas réglé 100% des sinistres encore parce que tout simplement, dans 30% des cas, on n'a eu aucun élément nous permettant de régler, notamment dans les copropriétés. On n'a pas eu de facture, on n'a pas d'évidence que la reconstruction se fait. Et donc, on a clos le traitement des sinistres pour 70% d'entre eux. Pour 30%, ça reste encore dans des situations qui sont parfois un peu confuses. Je veux dire qu'on a été aussi confronté à des situations, il faut dire la vérité, de détresse humaine, mais aussi d'opportunisme qui n'avait rien à voir avec la solidarité qui doit prévaloir en pareil cas. Le coût des réparations et de la construction est déjà élevé dans ces territoires insulaires normalement. Ce que nous avons constaté sur la gestion de ces sinistres, c'est un surcoût de 20%. Ce surcoût de 20% qui a été payé par les assureurs et par les assurés derrière ne s'est pas, je dirais, produit sui generis. Et donc, ça fait partie, bien sûr, des problématiques, et je suis certain que le préfet Augustin en parlera plus tard, qui se confrontent à nous dans ce type de situation, ce type de territoire, où il y a un véritable enjeu de solidarité, un enjeu de gestion de crise. Alors, la solidarité, elle joue aussi dans la technique d'assurance qu'on met en œuvre. C'est pas à Bertrand que je vais dire que le support de la CCR est essentiel en pareil cas, et que ça nous permet de continuer, et c'est notre volonté, en tant qu'assureur, et encore une fois, je le dis, avec une société dédiée à ces territoires des Antilles, de rester avec la volonté de faire bien notre mission. Ça a également renforcé notre conviction dans 3 domaines. D'abord, il faut qu'on connaisse mieux les risques naturels, la manière dont ils peuvent frapper les territoires que nous assurons. Et là, bien sûr, je serai à l'écoute de ce que dira Jean Jouzel sur la manière dont les choses aujourd'hui évoluent. Mais c'est pour nous important d'investir dans la connaissance, et j'y reviendrai, nous développons dans Generali France une véritable activité de R&D sur cette thématique de connaissance des risques naturels. Deuxièmement, il faut s'appuyer sur des données de qualité pour savoir à l'avance comment notre exposition au risque bouge. Et aujourd'hui, aux Antilles, à la fin de l'année, nous aurons géolocalisé de manière extrêmement fine et précise 100% des risques que nous assurons, ce qui est une nécessité absolue. Et enfin, il faut différencier les approches que l'on fait en fonction de la nature du risque. Et quand on se confronte à cette question des changements climatiques, de l'exposition aux événements naturels, on se rend compte qu'il faut prendre en compte 3 dimensions qui viennent se combiner et accroître la complexité. D'abord, une dimension d'aléa, bien évidemment, il n'y a pas un sinistre comme Irma ou Maria tous les ans. Deuxièmement, une dimension spécifique au territoire qui peut être plus ou moins exposé à certains types de risques naturels. Et là, on parle de cyclones ou de tempêtes, mais on pourra parler aussi de sécheresse, qui est un risque majeur au plan de l'impact climatique. On pourra aussi parler, bien sûr, d'autres types d'événements, d'inondations, de tremblements de terre, etc. Donc, le territoire en soi constitue un élément. Et enfin, les caractéristiques du bien assuré constituent également un élément du risque sur lequel il est impératif qu'on investisse davantage de compréhension et de recommandations à faire à nos assurés. Mais j'y reviendrai plus tard parce que je suis sûr qu'on parlera de prévention. Alors justement, tu parlais de spécificité locale par rapport à l'aléa. Est-ce que dans la gestion de la crise et dans le processus d'indemnisation, il y avait des spécificités liées au lieu ou des spécificités liées à la violence de l'événement? Tu as cité le cas des copropriétés, mais est-ce qu'il y a d'autres difficultés que vous avez rencontrées? Oui, alors deux difficultés très simples. On se tourne vers les assureurs et on fait de notre mieux. D'une part, il faut expertiser pour savoir de quoi on parle, et on avait une carence et une absence de capacité locale d'expertise. Et deuxièmement, un truc extrêmement élémentaire, il faut des matériels de construction et reconstruction. Et dans un premier temps, pour démarrer, même en donnant de l'argent, ça ne donne pas un toit. Il y avait un déficit de tout, de ciment, de sable, etc. Et il fallait approvisionner ces éléments-là. Donc, au plan matériel, même si on avait des équipes qui se déplaçaient localement, on avait fait des antennes mobiles pour être au plus près de la population. Une fois qu'on a la capacité
capacité à apporter des moyens financiers, il faut absolument coordonner les moyens physiques, et ça a été la première limite à laquelle on s'est affronté. Et avec le recul, et dans l'hypothèse où ce type d'événement surviendrait dans d'autres territoires, est-ce qu'il y a des enseignements que vous avez tirés de cette expérience pour faire mieux la prochaine fois, si j'ose dire? Alors, je peux donner un exemple tout de suite, qui est ce que nous avons fait dans le cadre de l'ODE. J'aurai peut-être l'occasion d'écrire plus tard le partenariat qu'on a avec la société Predict pour informer avec 4 niveaux d'alerte différents nos assurés. Mais enfin, dans le cadre des événements de l'ODE, dans la nuit qui a précédé les événements, et instruit par cette expérience, nous avons envoyé à nos assurés sur 4000 communes 37 000 SMS qui sont allés par ordre, je dirais, gradué et croissant d'alerte jusqu'au niveau maximal d'alerte forte et alerte grave, ce qui veut dire que nous avons un certain nombre de nos assurés sur les 200 communes les plus exposées, auxquelles 2 heures avant l'alerte rouge de Météo France, nous avons dit réfugiez-vous dans les états élevés, attention, alerte imminente et extrêmement grave. Et donc certaines, comment dirais-je, journalistes qui ont ensuite, notamment d'Europe 1, enquêté sur place, ont été surpris de voir que certaines personnes exposées leur disaient on a été prévenu par notre assureur que quelque chose de grave se préparait et qu'il a été important de se mettre en situation de sécurité. Et ceci pourquoi? Parce que, je parlais de géolocalisation des risques, nous travaillons désormais au niveau non plus du département mais de la commune. Et nous envisageons d'aller encore plus loin dans la perception fine de la nature du risque, et ceci est indispensable en termes de prévention. Monsieur le préfet, la population localement a pu manifester quelque impatience, quelque incompréhension, notamment à propos de l'indemnisation des dommages assurés. Je veux pas soulever une polémique, mais comment vous, vu de l'extérieur, vous avez évalué le rôle et l'action des assureurs en matière de gestion de crise, et comment s'est déroulée la coopération entre les pouvoirs publics et les assureurs pour la gestion de cette crise à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy? Tout d'abord, quiconque a géré ce genre de crise, et excusez-moi, c'est un peu mon métier, c'est que une fois passé la surprise, la stupeur et tout, on cherche les responsables. On cherche les boucs émissaires. Et en général, c'est assez facile. Celui qui est toujours responsable, c'est l'État, quoi qu'il arrive, même s'il n'est pas du tout concerné. Et puis après, il faut trouver d'autres têtes à couper. Les assureurs, la Fondation de France, voilà, tous ces gens qui, normalement, auraient dû jouer un rôle qui était là dévolu à améliorer la situation et qui ne le faisaient pas suffisamment vite, ont été très vite mis sur la place publique. Alors, permettez-moi quand même de dire 2-3 petites choses quand même. On n'est pas sur n'importe quel territoire. Et ça, c'est un constat qu'on a fait en commun, des échanges qu'on a eus en permanence. En fait, moi je le dis et je l'ai écrit, et je le répète ici même, en fait, Irma n'a été que le révélateur de dysfonctionnements qui préexistaient sur ce territoire. On était sur un territoire qui... en particulier, s'agissant des normes du droit de l'urbanisme, avait fait, je le dis très clairement, à peu près n'importe quoi depuis de longues années. Je donne toujours ces données-là parce qu'elles sont importantes. La population de Saint-Martin a quadruplé entre 1982 et 2000, passant de 8 000 à 32 000 habitants. C'est le résultat d'une chose toute simple qui s'appelle la défiscalisation. Concrètement, on a eu des programmes de défiscalisation qui se sont développés sur ce territoire avec une seule volonté, je suis un vilain libéral, je ne peux pas être contre, d'avoir une rentabilité maximale. Ça s'est donc construit avec des matériaux extrêmement normaux, qui ne prenaient absolument pas en compte les normes. D'ailleurs, à cette époque-là, on ne parlait pas de normes anticycloniques, et qui se sont construits sur des territoires où on n'aurait jamais dû construire. On est quand même sur un foncier qui est assez... je suis enregistré là, c'est bien, qui est assez contraint. Et puis surtout un élément extrêmement important pour rentabiliser au maximum ces programmes de défiscalisation, on a fait construire ces programmes par des personnes qui venaient des îles alentours et des zones alentours qui ont été exploités, il faut dire les choses aussi clairement, et puis surtout qui ne sont pas repartis une fois les programmes terminés.
Et ces gens-là sont allés s'installer dans les zones où les Saint-Martinois de souche, même s'il n'en reste pas beaucoup, n'allaient jamais s'installer. Et on construit avec les moyens du bord. Donc concrètement, on se retrouve avec une population, d'abord j'aime beaucoup aussi ce chiffre-là, hein, 44% des habitants répertoriés de Saint-Martin sont nés étrangers à l'étranger. Et une population qui a perdu complètement le sens de la réalité et la culture du risque. Et avec une dernière particularité, c'est que Saint-Martin et Saint-Barth sont les deux îles de la République qui sont les plus proches des États-Unis, avec une conception du risque et de l'assurance du risque qui est très américaine. D'ailleurs, concrètement, on tombe, on se relève. Mais on est quand même français. Donc on tombe, on se relève, mais il faut surtout que l'État nous aide à nous relever. Donc, en bout de course, on a vécu ensemble, je crois qu'on a essayé de le vivre autant faire, une solidarité qui était de fait, à la fois pour régler la question, et donc en toute transparence, combien de fois je l'ai dit à Bernard et à ses équipes, il faut communiquer, il faut dire ce que vous faites, parce que sinon c'est d'autres qui vont dire. Hein. Je rappelle quand même un élément aussi important, hein, seuls 40% des propriétaires de Saint-Martin étaient assurés. Hein, ça veut dire qu'il y en a 60% qui ne l'étaient pas. Mais c'est souvent ces gens-là qui ont gueulé. Il faut quand même en avoir conscience aussi. Donc on a eu cette solidarité pour expliquer et faire de la pédagogie, avec toujours ce risque d'être accusé. Et puis je pense qu'aujourd'hui, la coopération, elle doit aller plus loin pour la reconstruction. C'est-à-dire comment, demain, on fait en sorte que ces territoires deviennent plus résilients, j'allais dire, contre leur gré. Parce que ce n'est pas spontané, et c'est encore moins naturel. Donc il faut là aujourd'hui construire et reconstruire un territoire. Moi je prends toujours là aussi toujours ces exemples. J'étais là il y a 15 jours à une conférence de coopération régionale en Martinique. Il y avait un intervenant américain, parce qu'on a parlé des risques, et qui expliquait pour 1 euro investi pour améliorer la résilience d'un bâtiment, c'est 7 euros d'économiser une fois le risque passé. C'est une chose purement économique, mais qu'il faut répéter en permanence, parce que sinon le risque, et malheureusement c'est ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a la volonté pour les Saint-Martinois ou les habitants de Saint-Martin de reconstruire et de repartir comme si c'était rien passé. Donc on a aujourd'hui une impérieuse nécessité à, ensemble, travailler à cette évolution des mœurs pour, vous avez pris tout à l'heure l'exemple de l'Aude. Il se trouve que moi j'ai suivi ça aussi en 99 à mon entrée dans le corps préfectoral de loin, parce qu'on regardait tous, j'étais après sous-préfet en bord de Loire, donc j'avais exactement les mêmes problématiques. Je pense que ce qui était en 99 difficile à faire accepter dans l'Aude, c'est-à-dire que les gens ne reconstruisent plus dans des endroits qui manifestement étaient à risque et à risque répété, aujourd'hui je pense que c'est mûr. Je pense, on verra ce qui se passe après cette catastrophe, mais les gens ne reconstruisent pas. On n'en est pas à ce niveau-là à Saint-Martin. Et on n'en est pas dans ce niveau-là aux Antilles, où, voilà, le dernier cyclone à Saint-Martin, c'était Louis, c'était il y a 27 ans. La culture du risque avait complètement disparu. Et au contraire, on était allé... Parce qu'aussi, dernier élément qui est important, je pense que nous vivons aussi dans une société où l'homme croit qu'il est plus intelligent que la nature. Et où on n'arrête pas de dire qu'avec les progrès techniques, on peut protéger de tout. Hein, on peut faire en sorte qu'on n'ait pas de cancer, on peut faire en sorte qu'on n'ait pas ceci. Hein. La technique peut réparer. Sauf que la technique, elle ne réussira jamais à contrer la nature. Et ça, c'est difficile à faire passer dans la tête des gens. Vous disiez que la culture du risque, la mémoire du risque avait disparu dans ces îles, alors même qu'effectivement le dernier cyclone n'est pas si lointain que ça. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait prendre exemple sur le Japon, où il y a cette éducation depuis le plus jeune âge, et même des adultes, avec des exercices de répétition pour comment réagir en cas de cyclone, en cas de... Vous avez bien lu tout ce que j'écris sur le sujet. Oui, moi je suis un adepte et je vais le faire en Guadeloupe et à Saint-Martin de ce que j'appelle la journée japonaise. Et j'espère, je compterai sur les assureurs pour m'accompagner. C'est-à-dire, on banalise une journée dans l'année où à la fois on revérifie l'ensemble des process pour tous les risques. Hein. Il n'y a pas que le risque cyclonique, il y a aussi... c'est pas difficile aux Antilles, on a tous les risques sauf le risque avalanche. Et encore...
Et encore, à la soufrière, je peux vous arranger ça. Donc il faut s'y préparer. J'ajoute un élément aussi extrêmement important, et qu'on retrouve parmi les clients que vous avez eus, et surtout parmi les clients qui ont été les plus vindicatifs. Il s'agissait souvent de métro, de gens qui sont venus s'installer à Saint-Martin, de gens qui sont arrivés avec une idée très claire, ils venaient au paradis. Et on ne leur a jamais expliqué qu'ils venaient aussi en enfer. Et en particulier, et moi je l'ai vu de mes yeux vus, on avait dans ces métros, des métros sexuels de base, parisiens, intérieurs du périph', qui n'ont rien dans leur frigidaire. Voilà. Parce que quand on a besoin de quelque chose, on descend à la supérette du coin et on va s'acheter la bouteille d'eau ou le kilo de riz, etc. Et, tout. Et le simple concept de se préparer, d'avoir un minimum, de vivre pour tenir 3 jours, d'avoir un groupe électrogène, d'avoir de l'eau, ça ne leur vient pas à l'idée, parce qu'à l'intérieur du périph', ça ne vous viendrait pas à l'idée. Donc, cette culture du risque, il faut aussi l'inculquer à des gens, et Bernard en est témoin. Si on regardait la population des gens qui étaient là à l'aéroport de Grand-Case et qui voulaient quitter l'île, c'était à 95%, c'était ces métros qui fuyaient un territoire où ils avaient l'impression, et d'ailleurs ils sont parvenus, on en a 8000 qui ont quitté le territoire quand même, qui avaient vraiment l'impression qu'ils s'étaient fait flouer. On leur avait dit que c'était le paradis. Eh ben non, c'était un enfer. Donc vous voyez, cette culture du risque, il faut la préparer. Et cette journée japonaise que je souhaite instaurer en Guadeloupe et à Saint-Martin et à Saint-Barth aura pour effet à la fois de vérifier qu'on a bien tous les process en place, et puis deuxièmement d'avoir des débats citoyens sur ces questions-là, parce que c'est un sujet, et mon voisin ne dira pas le contraire, qui évolue énormément. La science et puis l'observation aussi, le retour d'expérience nous permet de gagner aussi. L'homme est toujours plus faible que la nature, mais parfois il peut faire preuve d'un petit peu d'intelligence. Donc il peut essayer d'élaborer des processus de réponse. Et donc d'avoir ces débats citoyens pour aborder toutes ces questions des risques. Merci. Vous avez évoqué effectivement la gestion du risque à court terme pour préparer, pour se comporter pendant la crise. Il y a la dimension plus long terme de la gestion du risque, et ça nous amène au deuxième sujet que je voudrais que nous abordions, à savoir le lien entre ces catastrophes naturelles et le changement climatique. Et c'est donc vers toi que je me tourne, Jean, pour te demander où en est-on au plan scientifique, de l'établissement de ce lien de causalité entre le changement climatique et les catastrophes naturelles. Et puis peut-être que tu voudras nous dire un mot sur le dernier rapport du GIEC, ou alors tu le gardes pour toute fin de l'intervention. Garde-le pour la fin. Bonsoir Bertrand, bonsoir à tous et à toutes, et à tous les participants à cette table ronde. Je préférais être porteur de bonnes nouvelles, mais ce n'est pas forcément le cas. D'abord, quand même, le premier point qu'il faut bien souligner, c'est que ces événements extrêmes dont Philippe Gustin a parlé, dont on a parlé aussi, Jean-Laurent Granier, aussi bien pour l'Aude, disons, que pour Saint-Martin peut-être, et puis surtout bien sûr les Antilles, ces événements extrêmes ont toujours existé en dehors du réchauffement climatique. Donc il faut quand même bien garder ça en tête. Même s'il n'y avait pas de réchauffement climatique, il faudrait quand même prendre une meilleure, avec l'accroissement de la population, il faudrait quand même prendre une meilleure conscience de ce risque, et ce serait important de se pencher dessus. La question que nous posons, et nous apportons quelques réponses, pas toutes, c'est effectivement, est-ce que ces événements extrêmes, leur intensité, leur fréquence, se modifient avec le réchauffement climatique? C'est vraiment la question qui est posée. Voilà, et donc... alors j'ai tendance à dire globalement que nous sommes sur... nous sommes sur le climat que nous vivons aujourd'hui, c'est le climat que, en gros, notre communauté avait anticipé il y a 20-30 ans, c'est-à-dire un réchauffement moyen sur un rythme de 1 à 2 dixièmes de degré, sur lequel se superpose effectivement une intensification des événements extrêmes au sens large.
C'est vraiment ce qu'on vit actuellement. Et c'est vrai que bon, le fait que la communauté scientifique a quand même correctement appréhendé l'évolution du climat il y a 10, 20 ans, 30 ans, à travers le GIEC et toute la communauté, disons, ça incite quand même à prendre au sérieux ce qu'on va dire pour 2050 ou au-delà. C'est clair, c'est aussi le message derrière. Donc si on regarde, les cyclones d'abord, les cyclones, donc d'abord il se fait que dans la région qui est concernée, disons l'Atlantique Nord, il y a effectivement une intensification des cyclones et il y a une évolution des cyclones, ce qui n'est pas vrai dans toutes les parties de la planète. Il faut faire très attention, mais il se fait que dans l'Atlantique Nord qu'on évoque aujourd'hui, c'est le cas. Effectivement, les records ont été battus, vous l'avez dit très bien avec Irma, mais alors on a les chiffres, disons dans le cas d'un réchauffement climatique qui ne serait pas maîtrisé, disons 3-4 degrés à la fin de ce siècle, ce qui reste possible malheureusement. On pourrait voir, disons, l'intensité des cyclones les plus intenses, disons ce qu'on craint le plus. Donc les mécanismes derrière, évidemment, ils sont de bon sens dans un premier temps, ils sont difficiles ensuite. Ils sont de bon sens. C'est clair que l'énergie qui est dans un cyclone provient de la condensation de la vapeur d'eau. Plus l'océan est disons chaud, plus il y a d'évaporation. Alors après, il y a beaucoup d'autres facteurs qui interviennent, hein, donc les problèmes de cisaillement et tout, mais au premier ordre, c'est quand même ça qui fait, c'est la quantité de vapeur d'eau, donc la quantité de précipitation qui va se former, qui en fait la violence aussi et l'énergie. Il faut que cette énergie se libère, c'est la façon dont elle se libère. Après, c'est plus compliqué. Mais voilà, donc les chiffres qui étaient donnés à un 5e rapport du GIEC, pour un climat donc c'est quand même des augmentations des vitesses maximum jusqu'à 10%, hein, donc par rapport aux vitesses déjà observées, et puis une augmentation des quantités associées, des quantités de précipitations associées à ces cyclones très intenses qui pourraient atteindre 20%. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, parce qu'on voit, bon, c'est pas Philippe Buxin, je vais dire ça, mais il y a quand même trois problèmes avec ces grands cyclones. Si vous êtes au bord de l'océan, au bord de la mer, et si vous avez construit n'importe comment, vous l'avez dit, bon, il y a quand même cette onde de tempête qui est au premier chef du problème. Ensuite, il y a les vents, mais il y a aussi les précipitations. Il y a peut-être moins à Saint-Martin, mais quand on regarde ce qui s'est passé à Houston, ou bien voilà, donc c'est quand même les trois éléments qui sont quand même destructeurs, et quand ils sont là tous les trois ensemble dans des régions côtières, ça fait vraiment des dégâts très importants. Donc oui, on craint plutôt des risques, disons, plus importants liés aux cyclones intenses. Alors, dans le cas d'un réchauffement climatique important, on parlera des 2 degrés plus tard, comme tu l'as dit, Bertrand. Ensuite, c'est malheureusement vrai aussi pour ce qui s'est passé dans l'Aude. Quand on parle des événements méditerranéens, la situation est à peu près identique. Alors, il y a beaucoup de débats, effectivement. Quand on regarde les données de Météo France, qui vont jusqu'en 2014, par exemple, sur le site, eh bien, il y a, globalement, on ne voit pas de véritable intensification des précipitations intenses, des événements méditerranéens. On appelle ça avant événements sévenols. Mais quand on regarde quand même les années récentes, hein, disons, il y a quand même les dernières statistiques montrent un changement. Et puis surtout, là aussi, il y a des projections, mais le mécanisme est un peu le même. Hein, c'est, disons, dans ce cas-là, le réchauffement de la Méditerranée qui fait qu'il y a vraiment des risques de précipitations plus intenses. Et donc, effectivement, disons dans les deux cas, ce sont des véritables problèmes. Et j'y ajoute ce qui a été évoqué aussi, bien sûr, les sécheresses. Donc, disons, le sud-est de la France a la double peine, parce qu'en gros, le bruit de fond, c'est plutôt une sécheresse sur disons, moins de précipitations en moyenne, et puis tout d'un coup, des précipitations plus intenses liées aux événements méditerranéens. Donc voilà, c'est comme ça qu'on décrit. Et puis aussi, le dernier point, bien sûr, c'est quand même associé, ce sont les vagues de chaleur qui seront, disons, a priori aussi plus intenses. Donc, donc je pense que, et là je reviens sur ce qu'a dit Philippe Gustin, c'est ce que je reproche plus à Claude Allègre. Ce n'est pas tellement des climato-sceptiques, c'est son droit. Tout à fait, mais c'est l'écologie réparatrice. C'est ce que vous avez dit, Philippe. C'est-à-dire se croire plus fort que la nature. Croire que quand les catastrophes arriveront, on saura en prendre la mesure. Et c'est faux.
Personne n'arrêtera l'élévation du niveau de la mer. On va reparler, personne n'est capable de l'arrêter. Donc cette idée d'écologie réparatrice, elle est vraiment extrêmement dangereuse. Et c'est quand même ce que, disons, un peu l'idée. On saura toujours faire quand les catastrophes viendront, bien non. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'il faut effectivement bien prévenir. L'adaptation est importante, la prévention, l'éducation, tout ça doit être au cœur. Et je partage avec vous cette nécessité de la culture du risque. Je viens d'une émission sur RMC tout à l'heure où j'étais avec Emma Azissa qui parlait justement, on a parlé de l'autre pendant 3/4 d'heure, où elle fait donc une hydrologue qui essayait de faire de l'éducation et tout. Moi-même, je suis investi dans des choses comme le train du climat. Tout ça, c'est important. Il faut prendre la mesure et il faut pas se croire plus fort que ces événements. Et c'est un peu sur cette première étape. Il n'y a pas de bonne nouvelle, mais si, disons, la bonne nouvelle pour le moment, c'est évidemment, on parlera de limiter le réchauffement climatique. C'est pire si on ne fait rien, c'est clair, il n'y a pas de problème. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une prise de conscience et peut-être quand même, vous l'avez dit, aussi bien des maires, des gens, il y a aussi des possibilités d'adaptation intelligente, de vivre dans ces régions, de continuer à vivre dans ces régions inondables, ou bien à Saint-Martin. Voilà. Mais moi, j'avais une question pour Philippe Gustin, donc ça se fait pas, ça. Hein. Non, parce que... Non, parce que j'ai travaillé au CESE sur les aspects justice climatique, c'est-à-dire que, disons, avec Agnès Michelot, une juriste, et pour moi, la première conséquence du réchauffement climatique, c'est vraiment l'accroissement de risque, l'accroissement des inégalités. C'est-à-dire, la question que je vous pose, Philippe, moi j'ai le sentiment, mais bon, j'aimerais mieux le statistique, que ce sont quand même les couches pauvres des populations de Saint-Martin qui étaient les moins bien préparées par rapport à cet événement et qui ont le plus de mal à s'en remettre. C'est ma question, est-ce que j'ai raison ou pas? Parce que c'est ce qu'on a... Bon, peut-être pas, justement. C'est paradoxal. Ouais. Ce sont les premiers à avoir été en capacité, parce qu'ils sont des adeptes de l'auto-reconstruction, de l'auto-réparation, à se remettre un toit sur la tête. Parce que de toute façon, ils avaient construit leurs mains aussi, avec leurs mains, leur maison. Donc, sur les photos satellitaires, parce qu'on a un suivi satellite avec Copernicus, où on voit que les toits, c'est un peu idiot, mais c'est satellite, qu'on regarde et qu'on suit depuis le 3 septembre, c'est-à-dire avant Irma et quasiment tous les jours, on regarde. C'est les quartiers les plus défavorisés, qui sont ceux qui étaient les plus vulnérables, aussi, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des gens qui sont venus s'installer là, qui ont été les premiers avec des toits couverts, avec les tôles qu'ils avaient récupérées un petit peu partout. Mais ce n'est qu'une façade. C'est-à-dire concrètement, ils ont remis... Parce que quand je disais tout à l'heure qu'on a perdu la culture du risque, les vieux Saint-Martinois, d'abord, ne mettaient pas de tôle sur leur toit, et deux, quand ils mettaient des tôles sur le toit, on vissait, il y avait des tire-fonds, et avant chaque saison cyclonique, on remontait sur le toit, on vérifiait que tout était bien vissé, on mettait des sangles, etc. Et tout. Aujourd'hui, c'est l'économie, ça, malheureusement, on n'y peut rien, on a remplacé les vis par des clous. Sauf que, et c'est là aussi de nouveau dans le constat qu'on peut faire avec les compagnies d'assurance, en soi, c'est pas dramatique. Ces gens sont malheureusement habitués à cette vulnérabilité. Sauf que ce sont les mêmes tôles de ces gens-là qui ont impacté les autres et qui ont entraîné les dégâts, parce que concrètement le processus il est bien modélisé maintenant. C'est ces tôles qui arrivent dans une fenêtre, qui ouvrent tout ça au vent, le vent s'engouffre et le toit s'ouvre comme une boîte. Donc voilà, c'est là-dessus. Donc ça, c'est le premier point. Donc paradoxalement, ils ont... Et l'autre versant du paradoxe, c'est que c'est des gens qui n'ont pas le choix. Ils sont obligés de rester là. Et on en arrive, en bout de course, j'ai donné à peu près 150 interviews depuis le début de ma mission. Et il y a toujours un journaliste pour me poser la question, il dit mais qu'est-ce que vous faites pour les gens qui ne sont pas assurés? J'ai dit oui, enfin les gens qui ne sont pas assurés, en général, c'est qu'ils cumulent. C'est qu'ils sont sans droit ni titre dans des zones hautement vulnérables. Bah oui, mais alors qu'est-ce que vous faites? Que fait l'État? Il y en a un à qui j'ai répondu que j'avais eu la chance ou la malchance de vivre dans un État communiste du temps du communisme, et je savais ce que l'État pouvait faire et que c'était assez redoutable. Mais toujours est-il que, en tout état de cause,
la solidarité nationale et ce que peut faire la puissance publique par rapport à des cas pareils, on arrive lentement mais sûrement à des limites, y compris à des limites d'équité. On se dit, celui qui a fait tout bien comme il faut, qui est propriétaire de son terrain, de sa maison, qui l'a assuré, qui l'a construite avec tous les droits et les titres, aurait moins, à la limite, d'accompagnement que celui qui est... Voilà, on déresponsabilise complètement le système. Et c'est compliqué, parce que pour autant, en termes de vulnérabilité, ces populations restent extrêmement vulnérables, et qu'il n'y a qu'une solution qui vaut, mais qui est compliquée, c'est de déplacer ces populations. Et déplacer cette population sur une île qui est grosse comme la moitié de Paris, avec les 3/4 du foncier qui est inhabitable, vous voyez tout de suite la limite de l'exercice. Et je rajoute encore, avec une population qui vit du tourisme, et donc où on veut être les pieds dans l'eau. Parce que là aussi, il y a des responsabilités qui sont largement partagées. Il y a eu des erreurs fondamentales faites à tous les étages, y compris de l'État, par rapport à un droit de l'urbanisme qui était complètement frappadingue. Mais il y a aussi des responsabilités de professionnels, je pense en particulier d'architectes, qui n'ont pas su résister à la demande de mode de gens qui leur disaient nous, on est au bord de la mer, mais alors on veut une maison, il ne faut absolument pas de cadre. Il faut qu'il n'y ait rien. Il faut qu'on puisse voir la mer tout le temps, quand on est dans les toilettes, quand on est machin, il faut qu'on voit machin. Oui, sauf qu'ils se prennent la vague en pleine figure quand elle arrive. Voilà, donc encore une fois, on est sur là aujourd'hui, un changement de pied complet. Vous savez, quand j'ai commencé cette mission, moi, à Saint-Martin, il y a 14 mois, j'ai essayé de rencontrer beaucoup de spécialistes, et j'en ai un, je ne le citerai pas, mais qui m'a dit, mais attendez, monsieur le préfet, vous voulez pas de risque? Vous me mettez 35 000 habitants de Saint-Martin sur une barge, puis vous me les rapatriez, alors même pas en Guadeloupe, parce que vous avez encore pas mal de risques, rapatriez-les-moi en métropole, puis on les met dans le Massif central ou ailleurs. Et oui, et ça s'appelle le concept de réfugié climatique. Voilà. Et ça, c'est autre chose. Ça, on va devoir gérer ça au niveau global, parce que ça génère aussi des tensions et des crises, on le voit bien aujourd'hui déjà en Europe. Et vous voyez qu'en tirant le fil, on arrive à des réalités qui sont quand même extrêmement complexes. Alors, on va aborder plus loin dans la discussion ces aspects d'assurabilité liés effectivement à l'aléa moral, parce que vous parliez de déresponsabilisation. Mais je veux revenir quand même au lien entre le changement climatique et les catastrophes naturelles, et te demander, Jean-Laurent, est-ce que au niveau de Generali, au niveau de la profession, vous avez essayé d'anticiper l'évolution à venir prévisible de l'intensité, la fréquence des CatNat, notamment dans le contexte du changement climatique qui maintenant est bien documenté par les scientifiques? Alors oui, bien sûr, c'est quelque chose qui nous préoccupe, et non seulement au niveau de la profession, mais je sais qu'au niveau de la CPA, Bernard Delas en parlera sans doute, il y a également des réflexions là-dessus. Il y a eu une première étude qui avait été faite en 2014-2015 qui disait qu'en gros, dans les 25 prochaines années, les dégâts cumulés liés au changement climatique seraient de plus du double de ceux qui les ont été dans les 25 années précédentes, et qui devraient atteindre pas loin de 100 milliards d'euros. Cette hypothèse, contre 48 dans les 25 années précédentes, cette hypothèse est probablement sous-estimée, puisque à l'époque, les hypothèses qui étaient faites de réchauffement étaient inférieures aux hypothèses courantes que l'on peut faire aujourd'hui, et les constatations que l'on faisait sur la multiplication des événements très violents, parfois très localisés, comme on l'a vu dans l'Aude, mais la répétition de ces événements va plutôt dans le sens d'une accélération que dans le sens des hypothèses qui étaient prises à l'époque. Ce qu'il faut souligner d'ailleurs dans cette analyse, c'est que lorsqu'on constate les dégâts financiers et les dégâts sur les biens qui peuvent être causés par les événements naturels, on va dire que 30 à 40% de l'augmentation va être due à l'augmentation de l'intensité de la fréquence des événements naturels, mais 60 à 70% va être dû au développement économique et au développement anarchique de l'occupation des espaces, et que ceci est un facteur majeur dans l'augmentation du risque. Alors, sans être, comment dirais-je, trop alarmiste, on parlait de Saint-Martin, qui est un petit territoire. Le dernier recensement de l'INSEE démontre qu'en région PACA, 1 million d'habitants habitent en zone inondable.
1 million d'habitants en région PACA en France sur le territoire métropolitain. Ce qui veut dire que si les événements s'intensifient, ce n'est pas du déplacement de 30 000 personnes dont on parle, mais c'est d'1 million d'habitants qui sont très fortement, très directement exposés à l'intensification de ce risque naturel. Et donc ce qu'on peut dire déjà, c'est que le doute n'est plus permis sur le fait que ces éléments vont coûter de plus en plus cher. Lorsqu'on nous interroge avec l'émergence de la technologie en tant qu'assureur en disant vous voyez, on voit émerger des nouvelles choses, les voitures autonomes, peut-être que vous n'aurez plus rien à assurer. Je pense qu'on voit aussi émerger des nouveaux risques et un besoin d'assurance et de solidarité et de mutualisation qui va croissant, et le domaine des dommages aux biens est de ce point de vue-là quelque chose d'absolument spectaculaire en termes de besoins. Je pense aussi que du coup, il va falloir en tirer les conséquences. On a besoin, et là encore c'est un élément essentiel du fonctionnement de ce modèle, on a besoin d'être capable de mettre au point des capacités d'assurance et de réassurance qui rendent ce système maîtrisable et qui intègrent dans les anticipations et dans les modélisations que l'on fait le fait que ces événements vont pouvoir devenir de plus en plus intenses, de plus en plus fréquents, ce qu'on constate aujourd'hui, de manière à conserver une appréciation du risque qui soit correcte. En fait, c'est intéressant parce que à la fois toi et le préfet Gustin, vous avez mentionné la problématique des personnes qui vivent aujourd'hui dans des zones totalement exposées et où finalement il n'y a plus d'aléas. Il y a une quasi-certitude qu'il y aura des sinistres très importants et qu'on peut difficilement, soit compte tenu de l'exiguïté du territoire, soit compte tenu du nombre de personnes considérées, qu'on peut difficilement délocaliser du jour au lendemain. Et donc finalement, ça pose quand même la question, est-ce qu'à horizon 20, 30 ans, les assureurs pourront, dans ces territoires notamment, continuer à assurer ces risques naturels ? Moi, je pense en toute hypothèse qu'il faut s'apprêter et accepter l'idée que l'assurance des biens, dans le cadre des risques naturels, sera, 1, plus chère, de manière certaine, et 2, conditionnée. Plus cher parce qu'il faut bien prendre en compte et le coût de la réassurance et je dirais la fréquence d'événements à coût moyen plus élevé. Et deuxièmement, conditionné parce que précisément, ça pourrait être conditionné ou à des questions de règles sur la construction, ou à des questions sur les matériaux de construction. Je veux dire, les volets cycloniques, ça existe, mais c'est rarement déployé dans les zones exposées. Le préfet Gustin parlait de la problème du fixation des toitures et des suraccidents que ça peut créer derrière. Ça sera la garantie donnée par les assureurs à des copropriétés, à des collectivités, à des particuliers, pourra être conditionnée au fait d'avoir respecté un certain nombre de règles. Il est indispensable d'aller dans ce sens-là pour responsabiliser les populations. Et d'ailleurs, les propositions que la Fédération fait au pouvoir public dans le cadre de la réforme du régime CatNat vont dans le sens de responsabiliser davantage et les populations et les collectivités locales. Bernard Delas, Jean-Laurent Granier vient de rappeler l'estimation qui est faite par la profession de l'évolution du coût des CatNat. Alors c'était pour le cas français, mais enfin on observe la même évolution pour le monde entier. Et compte tenu du degré d'internationalisation des assureurs français, donc qui seront touchés non seulement sur la France, mais également pour leurs activités à l'extérieur. Et dans votre rôle de superviseur prudentiel, comment vous évaluez la capacité des assureurs français à absorber, encaisser cette hausse de la sinistralité à venir ? Je voudrais tout d'abord dire que j'ai beaucoup apprécié les différentes interventions parce que vous avez su donner une dimension humaine et sociale à cette question des catastrophes naturelles. Et j'ai d'autant plus de scrupules à répondre à la question de Bertrand parce que je vais nécessairement avoir une approche froide et statistique du sujet. Mais si on regarde cette question de l'effet du changement climatique sur la fréquence des catastrophes naturelles ou leur intensité, bon, je crois qu'on est bien obligé de partager vos conclusions selon lesquelles la fréquence des catastrophes naturelles et probablement leur intensité aussi va augmenter dans les années qui viennent et il faut que nous nous y préparions. Alors quand on regarde les statistiques sur les décennies passées, on a sans doute un petit peu de ce phénomène,
C'est peut-être pas complètement évident hein, à l'échelle mondiale, même si clairement on vient d'avoir en 2017 une année record hein, catastrophique, qui s'explique peut-être un peu par le réchauffement climatique, alors passé cette fois, mais beaucoup plus, comme vous l'avez dit, par l'accumulation de richesses dans les zones à risque. C'est vraiment le facteur le plus frappant quand on fait une rétrospective sur les décennies passées. Alors sur 2017, qui est une année record, on a des chiffres que vous citiez tout à l'heure, mais je voudrais y revenir parce qu'ils sont impressionnants. Des dommages économiques qui atteignent plus de 300 milliards de dollars à l'échelle mondiale, dont 140 ou 145 milliards de dommages qui étaient assurés, donc 140 milliards de coûts pour les assureurs et pour les réassureurs. Je note d'ailleurs au passage, je pense que c'est intéressant d'avoir cette statistique en tête, que les États-Unis de Donald Trump ne sont pas épargnés par le phénomène. Hein. Sur les plus de 300 milliards de dommages assurés, de dommages économiques, et pas tous assurés malheureusement, dans le monde, il y en a 250 aux États-Unis. Hein. C'est-à-dire plus des 4/5e ou des 5/6e des dommages que nous avons enregistrés dans le monde entier. Et ça représente, ce chiffre, je trouve frappant, un peu plus de 1% du PIB américain, quand nos catastrophes, si je puis m'exprimer comme ça, en Europe, ne représentent qu'un dixième de ce 1%, donc 0,10% du PIB européen. Tout ça pour dire et mettre en perspective que c'est bien sûr un phénomène à l'échelle du globe et que certaines zones de la planète sont particulièrement touchées et que ça va bien avec l'accumulation de richesses, puisque c'est ça, comme nous le disions tout à l'heure, qui est le fond du sujet. Alors, est-ce que les assureurs français sont suffisamment résilients par rapport à cette montée en puissance du coût des catastrophes naturelles? Pour répondre à la question, je pense qu'il faut déjà faire une distinction entre les risques que nous considérons comme assurables, la tempête, le gel, la grêle, et donc là il y a une offre du marché qui bien sûr a des limites, et ce sont les assureurs français et leurs réassureurs qui supportent le coût du risque et qui fixent le tarif et puis qui acceptent ou refusent d'assurer. Mais il y a aussi à côté, et c'est un élément majeur, c'est pas Bertrand qui me dira le contraire, il y a aussi en France un régime public-privé des catastrophes naturelles qui, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, et par rapport à l'ampleur des catastrophes auxquelles il a eu à faire face, a bien fonctionné. Et du seul point de vue de la résilience des sociétés d'assurance, évidemment le sujet n'est pas le même, parce que lorsqu'on est sur ce régime public-privé des catastrophes naturelles, pour l'essentiel, le risque des assureurs français est transféré à la Caisse centrale de réassurance avec la garantie de l'État. Et donc, on a un mécanisme qui protège, en quelque sorte, la résilience des assureurs français, ce qui ne veut pas dire que le système des catastrophes naturelles pourra supporter durablement des événements comme ceux qu'on a connus cette année. S'ils se répétaient tous les ans, il faudrait évidemment modifier les éléments de l'équation et de la répartition de la charge de ces sinistres sur la collectivité nationale, puisque c'est au fond à travers la surprime catastrophe naturelle qui s'applique à toutes les garanties dommages en France, l'ensemble des Français qui supportent le coût des risques localisés, cantonnés dans un certain nombre de zones que vous qualifié tout à l'heure de zones de concentration de risque, sur lesquelles, s'il n'y avait pas cette collectivité, cette mutualisation du risque, on ne pourrait pas faire face, et en tout cas le marché ne pourrait pas faire face. Alors, si je regarde simplement la partie qui relève du marché, puisque vous parlez de la résilience des sociétés d'assurance, je pense qu'on peut dire, il faut toujours être très prudent quand on a ce genre d'affirmation, mais on peut dire que les assureurs français sont bien armés contre des
catastrophe naturelle assurable, d'une ampleur comparable à celle qu'on a connue, probablement un peu plus d'ailleurs, hein, parce que les événements qui ont le plus touché l'assurance, c'est probablement encore aujourd'hui le sinistre Lothar et Martin, tempête de 1999. Et c'est une bonne référence parce qu'en 1999, on a dû atteindre les limites au-delà desquelles des assureurs français auraient fait faillite. Mais on apprend de l'expérience, et après Lothar et Martin, les assureurs et le marché mondial de la réassurance se sont adaptés avec des statistiques plus précises, localisation des lits, des modèles, la capacité de réassurance qui a augmenté, et aujourd'hui pourrait faire face à des sinistres d'une ampleur plus grande que Lothar et Martin en 1999, qui étaient, pour fixer les ordres de grandeur, qui étaient de 6 milliards d'euros en euros 2017. De l'époque. Hein, enfin, ramené aux euros 2017, en faisant jouer l'inflation. Donc voilà pour ce qui concerne le marché français. Donc prudence, mais des assureurs quand même plutôt résilients. Il faudra s'adapter à l'évolution du coût des catastrophes naturelles. Alors, par rapport à la dimension internationale, c'était l'autre aspect de la question de l'assurance française. L'assurance française est très internationalisée, hein, un peu plus de 30% de son activité est réalisée en dehors de France. Et là aussi, il y a deux aspects. Les assureurs français ont des filiales dans différentes parties du monde. Et donc, localement, ces filiales sont touchées par des catastrophes naturelles. Là encore, il faudrait aller plus dans le détail, mais je peux dire qu'il n'y a pas de lieu d'avoir sur ces groupes d'assurance des inquiétudes particulières, parce que les risques assurés sont assurés dans des pays pour des montants où la taille des groupes en question permettrait de faire face même à des catastrophes naturelles de grande ampleur. Donc là, non plus pas de problème majeur. Quant aux réassureurs, hein, que ce soit la CCR lorsqu'elle a une activité de marché ou que ce soit la SCOR, c'est des réassureurs qui, eux, alors souscrivent des risques catastrophes naturelles. Et aujourd'hui, le marché fait face. Il a fait face l'année dernière, en 2017, à cette année record qui a coûté 140 milliards de dollars. Et on pourrait sans doute aller un peu plus loin. Mais un peu plus loin, c'est pas sans limite. Hein. Et donc il y a un moment où l'assurance ne peut plus faire face. Ça se traduit, si on n'a pas été suffisamment prudent dans nos prévisions, ça se traduit par des faillites de sociétés d'assurance, ou ça se traduit par l'impossibilité de prendre plus de risques, donc l'impossibilité d'assurer. Et donc des zones entières dans lesquelles, en tout cas, le marché ne pourra plus faire face à la demande. C'est un sujet d'attention, mais ce n'est pas un sujet d'inquiétude. Exactement, pour aujourd'hui. Je vais vous faire intervenir, si la technique suit, j'ai compris que ce matin, ce n'était pas forcément le cas, avec une question posée à vous, cher public. Donc, selon le GIEC, la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré nécessite des transitions rapides et de grande envergure. Est-ce que vous pensez que le secteur de l'assurance est capable de telles évolutions, d'une telle révolution? Donc vous avez le choix entre oui, non ou je ne sais pas. On a dû vous distribuer de quoi voter. Non. C'est le téléphone portable, pardon. Excusez-moi, je suis en retard d'une révolution. Voilà, et donc le résultat s'affiche. J'estime qu'il est stabilisé. C'est assez équilibré. Il y a quand même une majorité relative de réponses positives, donc c'est plutôt satisfaisant. Mais on voit quand même à travers l'équilibre entre les différentes réponses que le sujet de l'assurabilité des risques naturels n'est pas si évident que ça, et en tout cas pas évident du tout dans le cadre du réchauffement climatique. Ce qui m'amène
au sujet suivant, donc c'est le troisième sujet de notre table ronde, c'est la question du gap de couverture. À l'échelle mondiale, on estime qu'il y a entre 2/3 et 3/4 des dommages économiques causés par les risques naturels qui ne sont pas couverts par l'assurance. Et on a c'est pas uniquement dans les pays en voie de développement, hein. Aux États-Unis et même en Europe, on a des pays très proches, hein, notamment l'Allemagne, l'Italie, pour des raisons différentes, qui ont un gap de couverture très important. Et je me tourne vers toi, Jean-Laurent. Le groupe Generali opère dans de nombreux pays, avec des pays où effectivement la couverture des CatNat est organisée, comme en France ou au Royaume-Uni, puis d'autres, comme en Italie, en Allemagne, j'ai rappelé, où elle ne l'est pas. Et comment Generali gère cette situation et fait face à cette question de la sous-assurance? Oui, alors tu le rappelais, Bertrand, c'est vrai qu'on a une situation de sous-assurance, puisque donc au plan mondial, tu disais entre 2/3 et 3/4, on estime qu'à peu près seuls 30% des risques sont assurés lorsqu'il y a un événement climatique d'ampleur. Il n'y a pas d'obligation ou de régime de place dans beaucoup de pays, c'est ce que nous constatons dans le groupe Generali et notamment en Europe. Et une première remarque d'assureur tout de suite, c'est que quand il n'y a pas d'obligation ou de régime de place, il y a un risque d'antisélection. C'est-à-dire qu'il y a un risque que ne s'assurent que ceux qui se savent, ou par leur décision personnelle ou par l'histoire du lieu où ils vivent, véritablement exposés. Alors si on prend les deux pays principaux, ou les deux autres pays principaux avec la France du groupe Generali, l'Italie et l'Allemagne, pour donner des exemples, en Italie, le taux de pénétration de la multirisque habitation, c'est en gros 30%. Il y a eu de nombreux travaux entre l'ANIA, l'équivalent de la FFA locale, et les pouvoirs publics pour essayer de mettre en place un régime de catastrophe naturelle. Ça n'a pas réellement abouti, pour dire les choses pudiquement. L'assurance reste donc optionnelle. Alors il y a eu un effort qui a été fait en 2018 avec une incitation fiscale pour les garanties prises en cas de catastrophe naturelle, qui font que la partie de prime correspondante échappe à la taxe d'assurance. Mais au final, si on regarde le marché italien aujourd'hui, il n'y a que 400 000 risques qui sont souscrits, des risques de résidentiels, qui sont protégés contre les catastrophes naturelles. C'est de l'ordre de 3% du marché. Alors, précisons que ceci est vrai pour les particuliers, mais n'est pas vrai pour les entreprises. Généralement, les entreprises s'assurent et les couvertures d'entreprises tiennent compte des événements naturels. Au niveau du groupe Generali, c'est donc un élément d'évangélisation, c'est un élément de progrès. Il y a une volonté d'offrir à nos clients en Italie, par Generali Italia, une couverture inondation étendue. Et donc, ça a été constitué sous forme d'un produit innovant qui a été lancé en 2017 et qui vise à permettre, à partir d'une garantie dommage aux biens, de souscrire toute une série d'extensions complémentaires qui concernent, notamment parce que c'est très exposé en Italie, l'inondation ou le tremblement de terre, qui sont deux des risques naturels auxquels les gens sont le plus exposés. La tarification en pareil cas se fait de façon fine, d'une part en fonction de la géolocalisation du risque, de manière à éviter le risque d'antisélection dont je parlais, et d'autre part en fonction bien sûr du niveau de couverture choisi et bien sûr des franchises. Car les franchises sont, lorsqu'on parle d'une manière un peu rapide, des choses peu populaires dans le grand public, mais indispensables au fonctionnement de l'assureur, parce que ça permet effectivement d'aller vers la responsabilisation des acteurs. Donc en Italie, une ouverture optionnelle, le groupe Generali est très présent, et donc on pousse à une extension par un nouveau produit des garanties dommages aux biens sur ces risques-là, avec des tarifications très précises. En Allemagne, il n'y a pas de régime catastrophe naturelle non plus, on est le deuxième assureur allemand, il n'y a pas d'obligation d'assurance, mais c'est un marché beaucoup plus mature. Ce qui veut dire qu'on a à peu près 93% des résidences qui sont couvertes par des contrats d'assurance, incluant en base des garanties tempête. Donc ça, c'est la situation particulière en Allemagne. Mais ce qu'il faut dire tout de suite après, c'est si 93% des risques sont couverts en tempête, il n'y a que 40% des risques qui sont ouverts en inondation et tremblement de terre. Ce qui veut dire qu'il y a là aussi un protection gap, comme on dit, qui est assez significatif. Il n'y a que 7 millions de risques qui sont couverts en garantie inondation et tremblement de terre. Et donc pour ce qui est des trois sociétés qui exercent dans le groupe Generali en Allemagne, Generali, Cosmos et Aron Mürner, nous avons une politique qui consiste à
proposer en base la couverture tempête dans toutes les garanties dommages aux biens, et qui consiste à proposer systématiquement une option standardisée et étendue de garantie supplémentaire inondation et tremblement de terre, mais qui est optionnelle, puisque la culture du marché fait que ce sujet-là est encore optionnel. Dernier élément de comparaison avec un autre marché européen qui est l'Espagne. Là, l'intervention de l'État est beaucoup plus massive. Il y a le système du consortio bien connu des assureurs espagnols. Je suis aussi vice-président de Generali Espagne. Et donc ce système-là fait que l'État a la main sur la garantie des risques naturels et que la solidarité du marché est organisée par la main de l'État sur le territoire espagnol. C'est un domaine, un élément auquel les assureurs et la société espagnole est très attachée. Donc voilà un peu le tour d'horizon. Gardons en tête cette idée qu'il est bon en France d'avoir un régime, Bernard Delas en parlait, qui est organisé par le marché et avec la garantie de l'État in fine via la CCR, parce que ça évite l'antisélection, ce qui est quand même un problème véritable pour ce type de choses, notamment quand il y a une évolution des fréquences. Et en même temps, un groupe comme Generali, dans des pays où il n'y a pas d'organisation de marché, est capable d'offrir des solutions pour les gens qui veulent. Absolument, absolument. C'est pour nous un sujet de développement de la couverture de nos clients. C'est un sujet de pédagogie aussi. Les réseaux sont beaucoup mobilisés là-dessus, notamment les réseaux d'agents. On est le premier assureur à agents généraux en Europe. Et c'est le fait d'aller faire de l'éducation, comme on dit, de l'explication auprès de la clientèle pour dire que ces garanties optionnelles sont nécessaires, que ce ne sont pas des gadgets et qu'il s'agit d'avoir une couverture qui permette de faire face à l'augmentation des risques. Bernard Delas, à l'occasion du sinistre à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, on a pu se rendre compte qu'il y avait une autre dimension au problème de la sous-assurance des assurés qui avaient acheté en toute bonne foi un contrat qui incluait donc une protection contre les catnates et puis qui ont découvert que la garantie n'était pas aussi étendue qu'ils ne le pensaient. Est-ce que finalement on n'a pas un sujet en matière de distribution de l'assurance, notamment, pas uniquement, mais dans ces territoires? Oui, clairement, c'est d'ailleurs une des priorités de toutes les autorités de contrôle en Europe, que de mettre l'accent sur l'information du consommateur, sur le devoir de conseil et la clarté sur la nature des garanties, ce qui est garanti, ce qui ne l'est pas, jusqu'à quel point, pour fonder la pédagogie dont Jean-Laurent parlait, parce que pour tous les assurés, où qu'ils se trouvent, mais surtout si ce sont des zones réputées à risque, il faut qu'ils sachent, lorsqu'ils prennent la responsabilité de ne pas s'assurer, à quoi ils s'exposent. Et je pense que cette pédagogie fait partie de la culture du risque qui était évoquée tout à l'heure. Alors, c'est vrai aussi que on a observé un certain nombre de cas de figure, d'ailleurs pas seulement aux Antilles, de modèles d'affaires dans lesquels le courtier grossiste est en fait le courtier qui élabore les garanties, qui fixe la tarification, qui sélectionne les risques et qui cherche après un preneur de risque qui est souvent un preneur de risque un peu aveugle. Et c'est quelque chose que nous essayons de limiter, parce que on a eu aux Antilles, mais aussi dans le cas de l'assurance construction en France, un certain nombre de sujets malheureux sur lesquels il aurait été, et il sera demain très important de mettre l'accent, plus qu'on ne l'a fait jusqu'ici, sur la responsabilité de l'assureur. Et la directive Solvabilité 2 nous donne cette possibilité, ce levier, pour que l'assureur soit invité à auditer, suivre les développements qui sont réalisés par ces distributeurs et à exercer lui-même un vrai contrôle sur ces distributeurs, de telle sorte qu'il n'y ait pas de différence d'approche entre l'assureur qui prend le risque et le distributeur qui le présente au client. Merci.
pour terminer ce tour de table sur le sujet de la sous-assurance et du gap de couverture, je me tourne vers vous, Monsieur le Préfet, pour évoquer une spécificité des DOM que vous avez rappelé tout à l'heure, à savoir qu'il y avait moins de la moitié des gens qui étaient couverts par un contrat d'assurance dommages aux biens et donc qui étaient protégés en cas de CatNat, contre plus de 98% en métropole. Donc il y a une vraie différence entre les deux territoires. Et qu'est-ce qui pourrait être fait? Quelles réformes faudrait-il mener pour combler ce gap de protection dans les DOM? Je pense qu'on l'a tous dit, c'est beaucoup de pédagogie d'abord. Mais attention de ne pas faire trop de pédagogie. Il y a des gens qu'on ne pourra pas assurer en bout de course. Ah oui, il est là le sujet. Parce que 40% des gens étaient assurés à Saint-Martin. Certains étaient mal assurés. Vous avez dit ça de manière très diplomatique tout à l'heure. Enfin, pour avoir été la caisse de résonance et tout me tombait, tous les dossiers individuels qui me tombaient en permanence sur la messagerie et que je renvoyais, Arnaud, Stéphane, on a très vite fait la part des choses entre les vilains petits canards et puis les autres. Sauf qu'en bout de course, ce qui reste, c'est une image globale d'un système qui n'est pas, et vous n'allez pas demander à l'assuré qui déjà n'a pas l'habitude de lire ce qui est écrit en petit derrière son contrat, en plus de faire la part des choses entre un bon assureur et un assureur qui n'est pas obligatoirement très scrupuleux. Je donne toujours l'exemple, il vient d'en haut aussi, la collectivité de Saint-Martin était assurée, c'est un assureur que je ne nommerai pas, pour un plafond global de 15 millions d'euros. Et elle a eu 220 millions d'euros de sinistres. Et elle a trouvé le moyen de faire une expertise à un cabinet qu'elle a payé avec l'argent du contribuable, parce que c'est nous qui payons, pour s'assurer que ce qui était écrit tellement en gros, c'est-à-dire plafond de machin, 15 millions d'euros, je l'ai vu, était bien la règle. Donc voilà, on en arrive à ce genre d'aberration. Donc aujourd'hui, moi, vraiment l'enjeu, c'est quoi? C'est utiliser le vecteur assurance pour faire prendre conscience aux gens qui veulent s'assurer qu'on ne peut pas les assurer contre tout et à n'importe quelle condition. Concrètement, on ne peut pas dire aujourd'hui, c'est des débats qu'on a souvent entre nous, on ne peut pas dire aujourd'hui à quelqu'un qui a construit, là pour le coup, en toute légalité, c'est-à-dire il avait son permis de construire, il était propriétaire, mais manifestement à une autre époque que celle que l'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire où on ne matérialisait pas les risques d'une manière aussi précise qu'on le fait aujourd'hui, on peut difficilement lui dire aujourd'hui, monsieur, allez, repartez, reconstruisez de la même manière, et puis on reconduit votre assurance. Mais va se poser une question quand même qui est importante aussi derrière. Admettons même qu'on lui fasse la pression et qu'on lui dise monsieur, ok, vous reconstruisez, mais vous reconstruisez en respectant certaines normes, etc. Des normes d'ailleurs, soit dit en passant, qu'il faut quand même qu'on construise ensemble. Parce que comme je le disais tout à l'heure, des vents de 375 km/h, je vous ai pris l'exemple du TGV, est-ce que ça veut dire que sur un territoire comme Saint-Martin, on ne construit demain des maisons qu'avec des fenêtres de TGV? Vous riez. C'est donc que vous trouvez ça idiot. Mais bien sûr que c'est idiot. On ne peut pas enfermer des gens dans des bunkers 365 jours 365 pour un cyclone qui interviendra une fois tous les 36 du mois. Donc, il faut réfléchir aux normes, réfléchir à la manière d'accepter, ce qui n'est pas simple. Certaines civilisations y arrivent, y compris sur le territoire de la République, je pense en particulier en Polynésie. Accepter l'occurrence du risque, ça va arriver. Accepter le fait que ma maison, elle va peut-être disparaître. Et par contre, quand le cyclone va intervenir, puisqu'on parle des cyclones là aujourd'hui, je vais pouvoir me réfugier dans un endroit qui soit sécurisé, parce que je pourrais attendre et pas faire ce qui s'est passé à Saint-Martin, c'est-à-dire la plupart des gens se sont enfermés dans leur toilette. C'est la seule pièce de la maison qui n'avait pas de fenêtre. Donc il faut mettre ça en place, mais derrière se posera très vite la question qui se pose aujourd'hui à Saint-Martin, c'est que tout ça va générer un surcoût entre le montant de l'indemnisation quand vous êtes bien assuré et
la résilience que vous améliorez sur le bâti que vous avez, qui c'est qui paye la différence? Alors, quand vous êtes un propriétaire un peu responsable, vous vous dites, oui, je vais faire l'investissement parce que, comme je vous disais tout à l'heure, 1 pour 7, ça vaut le coup. Mais la plupart des gens, et surtout la typologie particulière que nous avons à Saint-Martin, je rappelle toujours, je crois qu'on doit être encore à 10% de propriétaires qui ne sont toujours pas manifestés dans les copropriétés. 13 mois après. Les gens ne savent même pas qu'ils sont propriétaires de Saint-Martin. C'était des programmes de défis qui sont passés par des SCI, etc. Et tout. Donc, on a un lien avec le bien qui s'est quand même très dilué, et puis on a amorti le bien, donc on s'en fiche. Et donc se pose un problème, là aujourd'hui, très concret, comment est-ce qu'on paye la différence, qui est-ce qui paye la différence? Et puis le sujet aujourd'hui qui est encore plus lourd pour moi, c'est ce que j'appelle les dents creuses. C'est-à-dire qu'on va avoir dans les copropriétés des gens, et on le voit bien aujourd'hui, avec l'évolution des paiements aujourd'hui de ce que vous faites pour vous assurer, des gens qui prennent le chèque et puis qui s'en vont. Et puis qui vont me laisser des copropriétés avec un appartement au milieu qui n'est pas fait. Et aujourd'hui, juridiquement parlant, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Je peux exciper de lois et de réglementations sur les immeubles menaçant ruine, etc. Et tout. Mais si j'ai un appartement au milieu d'une copropriété, la plus grosse copropriété, on a presque 300 appartements. Comment je fais? Moi, en tant que préfet, le procureur, on ne sait pas faire. Donc il va falloir qu'on invente du droit aussi pour responsabiliser des gens qui ont été assurés derrière et pour faire en sorte qu'au moins ils sécurisent un bien commun qui est celui de la copropriété. Vous voyez que derrière ce petit Irma, il se cache plein de petits diables. Et qu'on n'a pas fini. On reviendra à ces questions de prévention et de reconstruction dans le sujet suivant. Pour faire la transition, donc on a vu effectivement, il y a différentes situations en Europe, entre les pays comme l'Espagne, le Royaume-Uni, la France, où on a une organisation solidaire de la couverture du risque, puis d'autres où il n'y a pas de tel système. Donc ça pose la question finalement de savoir s'il y aurait matière à avoir un système européen, et est-ce que finalement ce serait une façon par ce biais d'exprimer la solidarité entre les peuples européens. Ça pourrait être un développement intéressant de la construction européenne, et je rappelle que c'est une conférence européenne. Donc ça nous amène à la deuxième question interactive qui va s'afficher. L'Europe pourrait-elle s'organiser pour mutualiser l'assurance contre les catastrophes naturelles? Et là aussi, vous avez le choix entre oui, non et je ne sais pas. Écoutez, c'est une réponse tout à fait enthousiasmante. On a manifestement un public qui est très pro-européen et pro-construction européenne. Monsieur le préfet. Il n'y a pas d'assurance aujourd'hui européenne en tant que telle, mais la prise de conscience par les institutions européennes des catastrophes naturelles, elle est réelle. Je rappelle que pour Saint-Martin, c'est le Fonds de solidarité de l'Union européenne, mobilisé pour Irma et Maria à hauteur de 49 millions d'euros, ce qui n'est pas une paille, pour justement remettre et réparer tous les biens qui sont, c'est dans les textes en tout cas, des biens assurables. Donc vous voyez, on a déjà ce premier acte, en tout cas, de solidarité européenne qui n'est pas négligeable. S'agissant de la collectivité, dont je vous rappelle qu'elle a eu des dégâts pour un montant de 220 millions d'euros, 49 millions d'euros, c'est pas négligeable. Non, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs livres verts ou livres blancs, je ne sais jamais, je confonds toujours, sur le sujet de la couverture des catastrophes naturelles. Il y a des projets de recherche européens, le projet NAIAD, subventionné par la Commission, qui vise à étudier comment on peut utiliser la nature
pour amoindrir les effets des catastrophes naturelles. Donc effectivement, je confirme, c'est un sujet qui est déjà très bien traité au niveau communautaire. Justement, on parlait de prévention via des méthodes naturelles. Ça m'amène à parler donc du dernier sujet concernant donc cette table ronde, la prévention des risques naturels. Vous avez déjà largement évoqué le sujet, Monsieur le Préfet, concernant, suite à l'expérience à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en complément de ce que vous avez déjà dit, moi, ce qui me marque, c'est finalement la difficulté de prendre des mesures de prévention juste après un sinistre. On peut concevoir que des gens qui sont très éloignés du sinistre, du risque, n'ont pas la conscience du risque, sont difficiles à convaincre de la nécessité de faire des ouvrages de protection, des mesures de construction qui coûtent plus cher. Mais juste après un sinistre, c'est assez paradoxal de voir que cette difficulté de... Alors vous évoquiez des problèmes institutionnels, légaux. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés qui permettent d'expliquer Non, moi je pense qu'au contraire, on a une toute petite... Pardon, je suis très polarisé sur mes territoires. Hein. Moi je sens en tout cas, que ce soit en Guadeloupe et peut-être moins à Saint-Martin pour des raisons culturelles, mais en tout cas à Saint-Barthélemy et Guadeloupe, on a une toute petite fenêtre de tir là après Irma et Maria, où on peut parler culture du risque. Mon concept de journée japonaise dont je parlais tout à l'heure, je m'appuie là-dessus aujourd'hui. Je dis, regardez ce qui s'est passé. Et si je laisse passer encore 2 ans, 3 ans, et, Inch'Allah, il n'y a pas de cyclone, je serai inaudible. Donc je ne suis pas complètement... Enfin, je pense qu'au contraire, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et c'est parce que les gens ont encore en mémoire l'impact des cyclones qu'on peut... travailler au corps, les mentalités et faire évoluer le système. Il y a un élément aussi que je n'ai pas cité mais qui me semble important, c'est se préparer. C'est se préparer en améliorant la résilience en particulier de ses biens, mais c'est se préparer aussi dans sa tête. Et franchement, le retour d'expérience d'Irma a été extrêmement, et de Maria, a été extrêmement salutaire. On s'est aperçu, y compris quand il s'agit de personnes et de fonctionnaires qui sont amenés à intervenir dans le cadre de gestion de crise, quand ils sont placés dans une situation de crise aiguë, et Irma et Maria étaient des crises extrêmement aiguës, ils perdent tout sens commun. Et ils ne se soucient qu'une seule chose, et encore une fois, je ne leur jette absolument pas la pierre, c'est du sort qui est réservé à leur famille, à eux-mêmes. Et donc ils sont plus soucieux du sort de leurs proches que de l'intérêt général. Et c'est tabou. Je l'ai déjà dit dans plusieurs cénacles du même type qu'aujourd'hui. C'est tabou, et pour autant, pour des gens qui sont comme moi des préfets et qui préparent justement, qui sont censés être, pardon, je vais être vulgaire, mais dans la loi de l'emmerdement maximum, hein, où il faut toujours qu'on prépare et qu'on prévoit les choses les plus horribles pour eux, j'espère ne jamais les mettre en œuvre, il faut préparer les gens à agir dans des situations extrêmement dégradées et qu'ils ne nous lâchent pas entre les doigts. Et moi, je fais ce travail aujourd'hui en Guadeloupe, à tous les niveaux, hein, naturellement avec mes collaborateurs proches, hein, dont je le dis très clairement aujourd'hui, si vous avez le sentiment que si un cyclone du style Irma et Maria va arriver, vous ne tenez pas le coup, ben, dites-le. Il vaut mieux le dire maintenant que quand on est dans la crise. Encore une fois, c'est toujours mon concept de ne pas rajouter de la crise à la crise. Et je le décline après dans les plans qu'on peut avoir dans les entreprises, dans les écoles. Je dis, faites attention. Quand vous montez une cellule de crise, que vous prévoyez, c'est pour ça que mes exercices de journée japonaise auront cet intérêt-là, c'est de faire le tri. Et c'est pas une insulte faite aux gens.
hein, de leur dire attention. Est-ce que vous êtes bien dans votre tête? Est-ce que vous n'êtes pas préoccupé? Je vous cite des cas extrêmement concrets. Il y avait des gens pour Irma qui étaient des pompiers qui venaient d'avoir un petit bébé. Ben, on peut comprendre que vous avez un enfant qui vient de naître, ben vous êtes plus préoccupé par la santé de votre enfant et de votre épouse que du sort des gens que vous êtes censé sauver. Donc voilà, j'insiste sur ce point-là parce qu'il est extrêmement important et c'est quelque chose de nouveau qui est sorti des retours d'expérience qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement se préparer, mais bien préparer aussi les gens qui sont censés intervenir pour protéger et sauver les vies des gens qui vont être frappés par ce genre de catastrophe naturelle. Merci, Monsieur le Préfet. Bernard, je m'adresse à vous, non pas avec votre casquette de régulateur prudentiel, mais de régulateur plus généralement. Est-ce que vous pensez que les politiques de prévention des risques sont une réponse suffisante à la question de l'assurabilité des risques naturels, ou est-ce que finalement il faut quand même se préparer à moyen terme à quitter certains territoires, enfin délocaliser les activités économiques et les habitations de certaines zones? La prévention, c'est sûrement pas une réponse suffisante, mais c'est une réponse absolument nécessaire. Parce qu'au fond, et c'est ce que nous avons dit autour de cette discussion, on a trois approches simultanées ou successives. Il y a ce qui est assurable, c'est le marché, et les assureurs de tout temps, et pas seulement lorsqu'il s'agit de garantir contre les effets des catastrophes naturelles, incitent à la prévention. Et dans la relation entre l'assureur et son client, il y a une très forte incitation à ce que le client prenne des mesures préventives. Et ces mesures préventives conditionnent la garantie. Hein. Alors soit les mesures prises, la garantie est améliorée, soit même, c'est le cas limite que vous évoquiez, l'assureur ne garantira que si les mesures préventives ont été prises. Et si le coût de ces mesures préventives est exorbitant, ben, le risque ne sera pas assuré. Et on a cet effet de délocalisation dont vous parliez. Puis il y a un deuxième secteur, c'est celui du partenariat public-privé, c'est le régime des catastrophes naturelles français. Et là aussi, la prévention est au centre du sujet, parce que quand on a atteint les limites économiques du système, il faut introduire l'exigence de mesures préventives. Alors c'est les plans de prévention dans les collectivités locales, avec un conditionnement des niveaux de franchise, mais ça peut aller jusqu'à l'interdiction de construire à tel ou tel endroit. Et puis vous avez un troisième secteur, c'est ce que le préfet Augustin appelait que fait l'État. Quand c'est ni le régime public-privé, ni ce qui est assurable, c'est à l'État ou à la collectivité publique de déterminer ce qui peut être fait, alors soit au titre de la solidarité nationale, soit pour procéder à des interdictions de construire qui devront, avec le temps, être probablement de plus en plus fortes et de plus en plus nombreuses et de plus en plus perturbantes, mais c'est ça où les effets des catastrophes que vous nous avez décrits. Merci. Jean-Laurent, on voit bien le rôle que peuvent jouer les pouvoirs publics dans la prévention des risques naturels. Pour les acteurs privés, notamment pour les assureurs, c'est moins évident. Qu'est-ce qu'un assureur comme Generali peut faire? Est-ce que pour inciter à la prévention et la réduction des risques, est-ce que vous avez des projets en la matière? Comme je le disais tout à l'heure en prenant l'exemple de l'Aude, nous croyons, tout particulièrement chez Generali France, énormément à la capacité d'influer sur le risque par la prévention et en réalisant un alignement d'intérêts quelque part entre les assurés et nous, en étant pédagogique sur pourquoi vous êtes exposé au risque, en apportant de la valeur ajoutée de conseils et d'explications sur les propres travaux que nous pouvons mener pour expliquer pourquoi certaines zones sont exposées plus ou moins à tel ou tel type de risque, et ensuite en préconisant des mesures de prévention. Nous avons investi, et nous continuons à investir fortement,
dans la recherche sur ce domaine-là. Donc j'ai fait constituer, il y a un peu plus d'1 an et demi, une équipe pluridisciplinaire, hein, avec des hydrologues, climatologues, mais en même temps des actuaires, des data scientists, pour essayer de voir à partir des risques que nous avions et de la projection sur notre portefeuille, ce que nous pouvions faire de plus et de mieux pour être plus fin dans l'analyse du risque et dans les recommandations en termes de prévention. Alors ceci se traduit par toute une série de conséquences très pratiques. Déjà, ça nous permet d'améliorer et de sophistiquer notre pricing. Donc on n'accorde pas le même prix à des risques qui sont de nature très différente ou vis-à-vis desquels l'assuré accepte ou n'accepte pas de prendre des dispositions de prévention. Deuxièmement, on a revu le zoning ou le zonage en français, puisqu'on se permet d'être de plus en plus précis et on va de plus en plus loin dans l'interactivité et l'utilisation que l'on fait de ces données pour à la fois ajuster les garanties et les caractéristiques de nos produits et aller plus loin dans l'interaction avec les assurés. Je citais tout à l'heure le partenariat qu'on a signé, qui est un partenariat de long terme avec la société Predict, qui est une filiale à la fois de Météo France, d'Airbus Aérospatial et d'un consortium spécialisé dans la construction. Et ce partenariat nous permet de travailler de façon fine, puisqu'on travaille au niveau de la commune, on brasse des données extrêmement volumineuses et importantes, et ça nous permet d'être dans le temps réel en termes de niveau d'alerte et de niveau de sensibilisation de la communauté de nos assurés. Et donc, ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs. Je l'ai dit tout à l'heure, on a donné à des gens des informations dans l'Aude qui leur ont permis de se mettre à l'abri plutôt que l'alerte rouge qui avait été donnée. Ça va nous permettre aussi d'être allé plus loin dans la pédagogie, d'utiliser la technologie pour ça. Et donc, on va lancer une innovation en fin d'année, je peux le dire, puisqu'on est en octobre, où on va envoyer ces alertes par SMS accompagnées d'une infographie, c'est-à-dire qu'il y aura un petit lien sur lequel on cliquera, et il y aura un schéma qui indiquera aux gens ce qu'il faut faire ou ne pas faire, pour qu'en situation de panique, ce ne soit pas décrypté un message un peu long qui dit vous devriez faire attention à cela, mais qu'on donne une illustration graphique sur qu'est-ce qu'il faut surtout faire ou pas faire, ne pas sortir, monter à l'étage, ne pas prendre sa voiture, etc. Avec, vous voyez, tout ça, un petit schéma, une voiture, une croix rouge, etc. Des choses qui permettent instantanément à des gens en situation de panique de dire qu'est-ce que je dois faire, voilà. Et donc je crois beaucoup à ce genre de choses. Je pense que en tant qu'assureur et avec le travail que nous faisons sur les données, on a une véritable mission là-dessus. Je pense que c'est un domaine dans lequel, compte tenu de l'intensification du risque, on aura beaucoup d'innovations à apporter au marché dans les années qui viennent. Et en tout cas, c'est pour nous un territoire d'innovation et de développement très important et de recherche pour l'avenir. Le gouverneur nous a rejoint, donc on va écourter très légèrement notre table ronde. Je veux bien le micro quand même. On m'a coupé le micro d'ailleurs, oui. Ça, et ça, c'est pas le gouverneur. Non, ça, je confirme. Non, je voudrais. C'est de nouveau. Simplement, Jean Jouzel, le mot de la fin. On voit qu'il y a vraiment une prise de conscience sur les effets du changement climatique. Et notamment sur leur impact sur la fréquence et la sévérité des catastrophes naturelles, une prise de conscience qui se manifeste dans l'offre de services faite par les assureurs. C'est vraiment la fin. Faite par les assureurs pour aider leurs assurés à mieux gérer les risques. On voit la prise de conscience au niveau des pouvoirs publics pour développer les mesures de prévention des risques. Sans être pessimiste, est-ce que tout ceci est à la hauteur des enjeux? Non pas par rapport à ce qui est fait par les uns et par les autres, mais par rapport à l'évolution ou à l'accélération du changement climatique. Merci, je ne sais pas si ça marche, mais si. Donc, les chiffres que j'ai donnés, plus 1% de précipitation et associés au cyclone ou des augmentations des vitesses de vent de 10%, ce sont des chiffres en cas de changement climatique non maîtrisé. J'en ai deux autres qui sont aussi importants. Disons, en cas de réchauffement climatique non maîtrisé, en Europe actuellement, il y a à peu près 5% des Européens qui chaque année font face à un événement climatique extrême. Et dans ce cas-là, dans la deuxième partie du siècle, ça passerait à 2 Européens sur 3. Alors on passe dans un... Non, ce sont des chiffres. Donc, par exemple, quand on parle en nombre de victimes, bien sûr, 2003, ce n'est pas la bonne année, mais c'était 15 000 victimes, 75 000 au niveau européen. En moyenne, sur l'Europe, c'est 3 000 victimes chaque année liées aux événements climatiques, enfin essentiellement d'ailleurs aux vagues de chaleur.
Et là, ça risque d'être multiplié par 50. Donc tout ça pour dire quoi? C'est que c'est un monde dans lequel il faudrait ne pas rentrer. C'est bien ça, disons-le, bien sûr. Et donc éviter, eh bien c'était un peu l'objectif, c'est l'objectif de l'accord de Paris. C'était aussi l'objectif, je ne vais pas être trop long, effectivement, de remettre une couche à travers ce rapport du GIEC qu'on appelle 1.5. Et je veux dire, à ma surprise, effectivement, il y avait donc ce rapport, disons, la Convention climat au départ n'a pas d'objectif chiffré en 92. C'est à partir de Copenhague et surtout de Paris qu'il y a cet objectif chiffré d'un maintien d'une limitation du réchauffement climatique à bien en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport au point industriel. Alors 2 degrés, c'est plutôt 1 degré par rapport à aujourd'hui, aux dernières années récentes. Et donc les questions étaient posées. La première question, c'est... justement, il y a une perception du réchauffement climatique. Il n'y a qu'1 degré en moyenne, il y a déjà la perception du réchauffement climatique. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a une différence entre 2 degrés et 1,5 degré? Franchement, moi, je n'étais pas sûr qu'on allait montrer que le rapport allait effectivement être capable de statuer sur ce point. Et c'est quand même très clair. Oui, il y a des différences. 1,5 degré, ça compte. Elles sont justement, bon, je ne vais pas être trop long, au niveau des événements extrêmes. Par exemple, les vagues de chaleur, les records de température, disons, augmentent 2 fois plus vite que la température moyenne. Donc si vous augmentez d'1,5 degré, les records de température, c'est 3 degrés. C'est clair, à peu près en moyenne. C'est 3 fois pour la nuit. Les pluies intenses sont également citées, donc on revient à ce que l'on a parlé. L'élévation du niveau de la mer. Ce n'est que 10 cm de plus à la fin du siècle. Ce sont quand même 10 millions d'habitants supplémentaires qui doivent quitter l'endroit où ils vivent. On va parler ensuite des problèmes de sécurité alimentaire, aussi bien du point de vue, disons, des cultures sur, je dirais, blé, riz, maïs, soja, qui sont les principales cultures sur lesquelles nous nous construisons. Eh bien, les rendements seront diminués, mais c'est vrai aussi pour les ressources halieutiques. Et puis, donc, le problème de biodiversité, en gros, à 2 degrés, il ne reste pratiquement plus de récifs coralliens. On peut en sauver 10, 20, 30% à 1,5 degré. Et puis, dans tous les cas, eh bien, la perte de biodiversité est 2 fois plus importante à 2 degrés qu'à 1,5 degré. Donc oui, il y a des différences entre 1,5 degré et 2 degrés. Et donc, évidemment, en creux, ça nous dit que finalement, 3 degrés, c'est ce vers quoi on va avec l'accord de Paris tel qu'il est actuellement au mieux. 3 degrés et demi. Donc ça veut dire quand même qu'il faudrait vraiment faire cet effort de rester bien en deçà de 2 degrés. Et finalement, disons les pays, je dirais que les petites îles et les pays particulièrement vulnérables de l'océan Indien et de l'océan Pacifique, une région côtière particulièrement vulnérable, qui ont vraiment plaidé, c'était leur ligne rouge dans l'accord de Paris à ce 1,5 degré, c'était pas un caprice. En gros, du point de vue du climatologue, c'est beaucoup plus, c'est vraiment, disons, ça vaut le coup de rester en 2,5 degrés. Et il y a un point aussi qui est important, parce que c'était ça dont on discutait, les coûts de l'adaptation seront beaucoup moins importants à 1,5 degré qu'à 2 degrés. Comme ça, c'est clair, donc il n'y a pas photo. Voilà, alors, mais le problème, c'est d'y rester. D'y rester, ça veut dire quand même que c'est un changement, alors, ce qui était évoqué dans la première question, c'est quand même un changement rapide, important, qui doit investir tous les secteurs d'activité, tous les pays et presque tous les citoyens de cette planète. 1,5 degré, c'est divisé par 2 nos émissions entre 2020 et 2030. Et arriver à neutralité carbone en 2050. Et aussi être en mesure de de générer des émissions négatives. C'est assez élégant, c'est-à-dire d'être capable de pomper du CO2 de l'atmosphère. On va parler de reforestation, de stockage dans les sols. On va parler de bioénergie, de coupler l'utilisation de la bioénergie avec du piégeage et stockage du gaz carbonique, de piégeage direct. Tout ça, bon, ce sont des choses dont on parle dans ce rapport, mais qui ne sont absolument pas, disons, opérationnelles, loin de là. Donc c'est ça qu'il faudrait faire. 2 degrés, même en deçà de 2 degrés, ça reste très difficile. C'est divisé par 3 entre 2020 et 2050, et arriver à neutralité carbone en, disons, la deuxième partie de ce siècle, en 2075, c'est un peu moins contraignant, mais voilà, donc actuellement on est parti pour plutôt vers 3 degrés. Par rapport l'accord de Paris nous fait faire par rapport à 2 degrés, disons un tiers du chemin, donc un bon tiers, et un cinquième par rapport à 1,5 degré.
Donc même si l'accord de Paris jusqu'à 2030 est respecté, on n'est quand même pas sur une bonne trajectoire. On est plutôt sur 3 degrés et demi, d'où vraiment la nécessité de remonter l'accord de Paris, l'ambition de l'accord de Paris, d'où la difficulté posée dans cette ambition par le retrait des États-Unis. C'est très clair, il va être extrêmement difficile de relever l'ambition de l'accord de Paris si les États-Unis, second pays émetteur, s'en retirent. On voit bien déjà, enfin, un des pays qui n'a pas ratifié, c'est la Russie, et il est peu vraisemblable que la Russie ratifie l'accord de Paris si les États-Unis le quittent. Et tout cela, c'est quand même éminemment politique, mais on voit bien, et pourtant, de notre point de vue, je pense qu'il faut quand même le prendre au sérieux, c'est ce que j'essaye de dire, il y a vraiment nécessité, en tout cas, de rester bien en deçà de 2 degrés, oui, 1,5 degré sera peut-être trop dur, mais bon, il y a même un sens à rester autour de 1,5 degré, je veux dire, c'est ça que je veux dire, il y a un sens. Après, on peut discuter, on peut s'adapter, mais à un moment, les capacités d'adaptation deviendront de plus en plus difficiles. C'est l'objectif des 2 degrés. L'objectif de 2 degrés, c'est politique, c'est un choix politique. C'est cette idée que si on restait en deçà de 2 degrés, on pourrait s'adapter pour l'essentiel. C'est bien ça qui est derrière, hein, disons. Mais si on va vraiment au-delà de 2 degrés, il faut faire attention. Il y a vraiment des choses, enfin, des régions, des populations qui ne pourront pas s'adapter. Et c'est pour revenir à ce que j'ai dit, le problème global, c'est quand même l'accroissement des inégalités, c'est-à-dire que disons, je pense que les populations aisées de cette planète trouveront toujours des endroits où il fait bon vivre, et malheureusement, les populations moins aisées ne les trouveront plus, et ça, c'est pas bon pour le développement de nos civilisations, soyons clairs quand même. Voilà. Je ne veux pas être trop long, Bertrand, mais... Ah, merci beaucoup. Merci. Je retiens donc en fait qu'au-delà des efforts que l'on peut faire à notre niveau pour garantir l'assurabilité et pour promouvoir la prévention des risques naturels, il faut vraiment avoir une mobilisation très très forte pour limiter autant que faire se peut le réchauffement climatique en deçà aux alentours d'1,5 degré et en tout cas en deçà de 2 degrés. Merci à tous. Merci Jean Jouzel, merci Philippe Gustin, merci Bernard Delas, merci Jean-Laurent Granier pour cette table ronde et la qualité de ces échanges.